aller en jeunesse. Alors j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir les deux pontes, je dirais, de la maison d'édition Futuropolis. Lorsqu'en 2004, nous libraires, on nous a annoncé que les éditions Futuropolis renaissaient, on était vraiment heureux parce qu'on savait, moi connaissant Sébastien de chez Dupuis, je savais qu'on allait vivre de grands moments avec la maison Futuropolis. Effectivement, on n'a pas été déçus parce que voilà, on a vraiment de la bande dessinée, enfin ils nous concoctent toujours de la bande dessinée de qualité dans tous les genres et c'est toujours, en tout cas chez nous libraires de bande dessinée, très important. C'est une maison pour nous très très importante. Tout est dit, je crois. J'ai pas dit grand chose parce qu'ils ont beaucoup de choses à nous dire et ça va être beaucoup plus intéressant. Voilà. Bon. Voilà. Quelques mots d'introduction. D'abord, pour vous remercier de nous accueillir aujourd'hui. Pour remercier Marc, évidemment, de nous accueillir ici. Alors, remercier Marc, c'est toujours un petit peu long, parce qu'il a plein de casquettes. La première est essentielle, évidemment, pour un éditeur comme nous. C'est-à-dire que quand on a cette ambition de faire une bande dessinée, en tout cas d'avoir une ligne éditoriale un petit peu pointue, un petit peu exigeante, on doit compter sur un relais auprès de nos lecteurs, et un des premiers relais évidemment est celui de la librairie, et c'est vrai qu'avec Marc, au titre de cette librairie, qui est une des plus belles librairies de bande dessinée en France, je dirais qu'il mérite déjà un premier remerciement au titre de BDnet. Un deuxième au titre de Canal BD, auquel je tiens tout particulièrement, parce que c'est vrai que moi ça fait une quinzaine d'années que je travaille auprès d'Antoine Gallimard dans un groupe qui n'a de cesse de défendre la librairie indépendante et de création. Et c'est vrai que je le cite souvent, et à chaque fois Marc en rougit un peu, mais c'est vrai qu'il n'y a rien d'aussi exemplaire que le travail du réseau Canal BD. Je n'ai vu ça nulle part ailleurs, en littérature, en jeunesse ou que ce soit. Ce regroupement rigoureux, sérieux, cohérent de 80 ou 90, je ne sais même plus, ça augmente en permanence, libraires spécialisés, preuve du succès d'ailleurs. Ce regroupement est véritablement exemplaire et certainement une des raisons pour lesquelles la librairie spécialisée de bande dessinée va pouvoir continuer à être aussi dynamique, ce qui n'est pas le cas de tous les réseaux et de tous les libraires aujourd'hui à l'heure du numérique. Donc c'est vrai que pour cette deuxième raison, ça mérite aussi un grand merci. Et puis le troisième est propre à aujourd'hui, c'est de nous permettre de nous rencontrer, parce que si on veut avoir cette ligne un petit peu dure, un petit peu exigeante éditorialement, on doit pouvoir compter sur 4 relais. J'ai cité la librairie qui est une évidence. Le deuxième sont évidemment les journalistes, qui eux aussi essayent de se constituer en réseau, mais pas tout à fait, le réseau des critiques de bande dessinée, mais pas tout à fait avec le même succès et la même rigueur que nos amis de la librairie. Le troisième réseau ou circuit sur lequel on devrait pouvoir compter est celui des enseignants, mais qui dans notre cas précis est beaucoup plus dur. Je veux dire, après 15 ans de travail chez Gallimard, je m'étais habitué à des relais dans les domaines de la littérature jeunesse ou de la littérature, qui étaient absolument exceptionnels, justement pour pouvoir installer des fonds éditoriaux. En bande dessinée, on n'a pas exactement ce relais, en tout cas c'est beaucoup plus long. Et le quatrième relais, c'est évidemment vous, les bibliothécaires. Et c'est vrai qu'avec ces 4 relais, on peut construire quelque chose d'un petit peu pérenne. C'est-à-dire que tant pour le groupe Gallimard que pour Futuropolis, on est dans une logique de production éditoriale qui s'inscrit dans des cycles longs. Ce n'est pas exactement sur les succès à court terme qu'on compte. On en a et on est très content d'en avoir, c'est une évidence, mais ce n'est pas là-dessus qu'on compte pour construire la pérennité de notre maison. On est beaucoup plus dans des cycles plus patrimoniaux, plus longs de livres qu'on accepte de vendre parfois à 500 ou 1000 exemplaires la première année, parce qu'on sait qu'on a un engagement tel et qu'il y a une force telle dans ces ouvrages qu'ils vont durer. Mais s'ils durent, c'est pas grâce à la publicité, c'est pas grâce à ce type de relais, c'est grâce aux libraires, aux journalistes, aux enseignants et à vous. Donc cette réunion a une grande importance à ce titre, d'autant qu'il y a peu de lieux pour qu'on puisse se rencontrer. Et je dois là c'est pour ça que
je tenais aussi à remercier Marc à ce titre, c'est qu'on a très peu d'occasions de cette nature. Alors Futuro, Marc en a dit 2 mots, mais qui sont à peu près la synthèse. Futuro a été un des exemples, en tout cas a été un des moteurs de la bande dessinée contemporaine. C'est né, vous le savez certainement, dans les années 70, à travers l'expérience d'un libraire spécialisé, d'un des premiers libraires spécialisés qui était Étienne Robial, qui dans la grande tradition presque 19e est devenu petit à petit libraire-éditeur, en choisissant d'éditer 2 titres au départ, qui étaient La Bête est morte de Calvo, puis Tardy, ce qui a donné naissance à un cycle qui a duré pendant une quinzaine d'années jusque dans les années 87, cycle de production qui a vraiment permis de rompre un petit peu, en tout cas d'apporter une pierre à l'édifice qui est la bande dessinée actuelle. 87-88, l'ami Robial, dans un marché un peu compliqué à l'époque, un peu tendu de la bande dessinée, connaît une période très difficile. Les éditions Gallimard tendent la main à ce moment-là à Étienne Robial et à Florence Sestac, qu'on dit souvent, mais qui est aussi la compagne et l'associée d'Étienne dans cette aventure. Donc les éditions Gallimard en 87-88 tendent la main pour sauver Futuropolis, et aussi par ailleurs Étienne de la faillite personnelle, parce qu'il était dans une situation un petit peu compliquée. Donc les éditions Gallimard rachètent Futuropolis à ce moment-là et ouvrent, pour relancer vraiment la machine, ouvrent leur catalogue, et vous avez évidemment en tête les grands moments éditoriaux de l'époque, notamment les Tardy Céline, avec le Voyage en particulier, qui a été un succès considérable, et puis énormément d'autres auteurs qui sont nés à cette époque-là. Cette deuxième période de Futuro, donc 74-87, ensuite 87, cette deuxième période a duré jusqu'en 94 à peu près. Robial à l'époque était aussi le directeur artistique de plein de choses, mais de Canal+ en particulier. 94, c'était les 10 ans de Canal, une époque où Canal était vraiment c'était la quintessence de l'esprit un peu irrévérencieux de Canal. C'était aussi l'époque où ça suintait aussi l'argent. Canal, ça marchait vraiment beaucoup, il se passait beaucoup de choses, il y avait beaucoup de moyens. Et Robial a un peu cédé aux sirènes de la télévision et a vraiment fait la bascule définitive, a quitté Futuropolis à ce moment-là pour rejoindre Canal+. Donc on s'est retrouvé un petit peu orphelin dans cette maison, enfin je dis on, moi j'étais pas encore là à l'époque. Mais en tout cas la maison s'est retrouvée un petit peu orpheline de son directeur éditorial, du fondateur de Futuropolis, et pendant 3-4 ans a un petit peu cherché à relancer la machine. Il y a eu une première époque en 97-98, qui était finalement assez oubliée, mais assez prémonitoire de ce qui allait se passer ensuite, puisqu'il y a eu une rencontre entre Antoine Gallimard et un garçon qui s'appelle Didier Plateau, qui venait de chez Casterman, qui venait d'À Suivre, et qui avait proposé à Antoine de relancer Futuropolis. Ça ne s'est pas fait, parce que, comme souvent dans ces cas-là, c'est une histoire de rencontre, une histoire d'homme, une histoire de conviction, de sensation. Ça n'a pas accroché, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé, que je ne connais pas dans le détail puisque je n'étais toujours pas là, mais ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait, mais ça délivrait déjà un premier message qui était que Futuropolis, le nouveau Futuropolis, n'allait pas forcément être uniquement dans la veine du Futuropolis initial, mais allait aussi s'inspirer d'autres choses, et notamment de ce que représentait Plateau à l'époque, c'est-à-dire l'esprit À Suivre ou l'esprit Casterman de l'époque. Et c'est vrai que dans cette transition entre l'ancien et le nouveau, l'esprit de Robial et de Sestac s'est incarné de différentes façons. Il s'est incarné un peu chez nous aujourd'hui, beaucoup chez les indés, l'association Cornelius. Et de notre côté, quand on a relancé Futuropolis, c'est vrai qu'on a pris un peu de cet esprit, mais on a aussi beaucoup pris de l'esprit À Suivre, d'où effectivement ce que j'appelais prémonitoire dans cette première rencontre entre Plateau et Antoine Gallimard. Ça s'est pas fait, il y a quand même eu deux, trois avatars de cette chose, notamment la débauche de Tardy Pénac, que vous vous rappelez, qui a été un succès absolument considérable, La Boîte Noire de Bénac, Lista et Ferrandez, et quelques rééditions de Tardy, Polonius, Rumeur sur le Rouergue, à l'époque. La chose est restée un petit peu en suspens. À l'époque, une équipe avait un petit peu suivi l'édition de ces ouvrages, qui étaient des ouvrages sans éditeur finalement, puisque Plateau avait fait juste touch and go, là, il n'était pas resté. Donc il y avait une petite équipe qui a commencé à réfléchir autour d'Antoine, et puis il y a eu une rencontre qui s'est passée fin 2003, après que plein de gens aient proposé
à Gallimard de racheter Futuropolis, d'en faire plein de choses, mais qui ne me convenaient pas du tout. Il y a eu une rencontre assez étonnante avec Mourad Boudjelal, patron de Soleil, fondateur des éditions Soleil et patron de Soleil, qui a proposé à Antoine Gallimard de réveiller La Belle Endormie. Surprise. Il est encore là. Évidemment, grande surprise, parce que vous connaissez Soleil, vous connaissez Gallimard, vous voyez à peu près Futuro. Bon. Les passerelles ne sont pas immédiates. Pour autant, Antoine me demande de descendre à Toulon pour aller voir. Donc je vais à Toulon, je rencontre Mourad Boudjelal, je reviens surpris mais assez conquis, je dois le dire, parce que ce garçon est quand même un des rares dans le monde de l'édition à avoir construit 15 ou 20 ans d'aventure un petit peu solide finalement dans un registre qui le convainquait. Et puis, aussi surprenant qu'il soit par certains aspects, il l'est aussi par d'autres. Comme sa résistance au Front National à Toulon, comme plein de choses qu'il fait aussi par ailleurs de façon moins tapageuse, mais réellement convaincu. Donc je reviens avec en me disant, bon, voilà, c'est quelqu'un de très différent, qui a des convictions parfois déroutantes, mais parfois très séduisantes, et surtout qui est extrêmement complémentaire de Gallimard. Il y a peut-être un truc à trouver. Donc je vais à Angoulême en janvier 2004. Même chose, je tombe sur l'ambiance Soleil, etc. Mais finalement, ça a un peu confirmé cette idée que le bon équilibre était peut-être trouvé. Et on venait de sortir d'un épisode chez Gallimard qui était une alliance, vous vous rappelez peut-être à l'époque où il y avait eu un projet d'alliance entre Gallimard Jeunesse et Bayard Jeunesse, et on s'était rendu compte que finalement des cultures presque trop proches pouvaient lutter. Là on était dans un schéma exactement inverse, c'est-à-dire des cultures très différentes, mais qu'on estimait pouvoir être peut-être complémentaires. On a pris le pari en mars 2004, ou enfin entre mars et mai 2004 on a créé la filiale, on a pris ce pari que ça allait marcher, en trouvant un bon équilibre, une cogérance entre Mourad et moi, et on a lancé l'affaire. Et le premier test un petit peu crucial pour la suite des événements, c'était de voir qui allait un petit peu rentrer dans cette équipe, quelle tendance tout ça allait prendre. Et Mourad a apporté un certain nombre d'éléments, diffusion, cession de droits étrangers, fabrication, et s'est mis complètement en retrait sur la partie éditoriale, et a laissé justement l'esprit un peu Gallimard prendre le dessus là-dessus, ce qui a été certainement sa grande intelligence dans le projet. Et on est allé chercher des gens pour incarner un petit peu éditorialement le projet Futuro, qui justement était beaucoup plus proche de Gallimard que de Soleil. Donc Sébastien, qui était chez Dupuis à l'époque, nous a rejoint avec Didier Gonor, le directeur artistique, et l'aventure a pu commencer sur une ligne qui était finalement extrêmement gallimardienne. Donc voilà un petit peu, en quelques mots, l'aventure Futuro. Là on est en 2012, c'est une équipe d'une dizaine de personnes, ce qui est peu et beaucoup à la fois. Peu parce que c'est pas beaucoup pour faire tout ce qu'on fait, mais c'est quand même pas mal parce que c'est uniquement une cellule éditoriale, c'est uniquement édition, fabrication, presse, grosso modo, tout le reste étant adossé aux structures Gallimard, évidemment pour toute la partie gestion, diffusion, etc. Donc on a quand même une machine assez structurée. On produit à peu près 35 titres, 35 à 40 titres par an. On était monté un petit peu plus haut au début, cherchant un petit peu nos repères, et on a resserré petit à petit la ligne, en essayant de faire des ouvrages qui présentent un propos un peu fort sur le monde, à travers soit la fiction, les grands récits de fiction, d'où aussi le lien avec à suivre, ou ce genre d'héritage, et évidemment des documentaires, qui là, un secteur qu'on travaille depuis maintenant quelques années, 2005, vraiment fortement, et qui est en train d'exploser en ce moment, et c'est une très bonne chose. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur Futuro, sur la ligne, sur le degré d'exigence. Ça s'incarne complètement dans les livres que vous avez pu regarder. Et le bonheur qui va avec, qui est assez récent, qui est le pari auquel on croyait dès le départ, qui était que cette ligne pouvait commercialement marcher sans se révéler, puisque pour exemple, Les Ignorantes d'Avodo va passer les 100 000 exemplaires, ce qui est quand même inattendu. Je vous l'avoue, parce que c'est quand même en octobre, ça fait 5-6 mois de vente, c'est considérable. Un bouquin comme l'ouvrage de Joe Sacco, Gaza, qui est quand même l'auteur emblématique de bande dessinée, de reportage, de journalisme, est à plus de 40 000 de tirage. C'est à 29 €, c'est un ouvrage très dense, hein, vous le connaissez. Donc, on est dans une phase là où on se dit qu'après toutes ces années d'engagement, on est un peu en train de réussir ce pari commercial.
Et à la fois à travers la réussite de nos livres et aussi la réussite de nos petits camarades, parce que quand on voit le succès de Quai d'Orsay, Chronique de Jérusalem, un formidable bouquin, bah, tout ça participe d'un même mouvement qui va dans le bon sens. Et ça nous permet maintenant de traiter, c'est un peu ce qu'on voulait faire, tous les types de sujets qui vont de l'histoire de la communauté de justement Moulin-Roty, le livre et la production, c'est bien, ça fait l'écho. Donc de choses aussi pointues que ça. Et encore au-delà, puisque maintenant on va se permettre de transposer, plus que les documents, quasiment le domaine des essais à la bande dessinée, puisqu'on va le voir à travers le programme, on va commencer à s'attaquer à des histoires à des explications de la crise par Paul Jorion, par exemple, un bouquin qui s'appelle La survie de l'espèce, qui va sortir cette année. On va travailler sur une histoire des croyances, donc on va commencer maintenant, au-delà de ce qu'on fait, à manipuler un petit peu des concepts en bande dessinée, ce qui, je l'espère, va marcher aussi bien que le documentaire, mais en tout cas on a un média qui devient assez mûr pour le faire, on pousse notre ligne jusque-là. On cherche effectivement à travailler avec des auteurs très différents mais adultes, avec un univers original, un projet original. Et pour rejoindre ce que disait Patrice, c'est vrai que dans l'esprit à suivre, la force d'à suivre avait été justement de réunir des individualités qui venaient de partout. Pratt venait de Pif, il faut pas l'oublier, avec Corto Maltese ici. Mais il y avait Servet, Comès, etc. qui venaient du journal de Tintin à l'époque. C'était Tardy qui venait de Pilote. C'était Munoz et Sampaio qui venait de l'Écho des Savanes. Et ce que je pense, notre ambition, c'était de se dire, ce n'est plus un journal, mais c'est une maison d'édition, mais c'est de leur proposer une forme un peu inédite et de faire venir ces individualités et leur permettre de s'épanouir justement dans une forme un peu nouvelle. L'idée que je rajouterais par rapport à ce qu'a dit Patrice, c'était aussi justement dans l'aspect des livres eux-mêmes de proposer une forme qui épouse un fond, un propos. C'est-à-dire que autant il y a plusieurs générations maintenant d'auteurs qui ont investi la bande dessinée adulte et ont investi des thématiques qui n'étaient pas forcément abordées jusqu'à présent, autant on restait quand même assez timide sur la forme des livres. On avait beaucoup le format Astérix, que ce soit Astérix ou Poisson Pilote, avec des 48 pages couleurs pour les uns pour les autres. Il y avait le grand format qu'on retrouve aussi bien Troll de Troie que Enki Bilal. Et puis il y avait le format effectivement initié beaucoup par l'édition indépendante, le format roman assez petit en brochet. Et le pari qu'on s'est dit, nous on a envie justement de proposer une bande dessinée d'auteurs qui ne s'adresse pas qu'à des amateurs de bande dessinée, qui eux n'ont pas forcément ces repères de devoir lire une histoire plus intimiste en 3 bouquins de 48 pages, il faut attendre la suite. Comme un roman, alors c'est comme si mon roman était coupé en 3 et puis je lirais tous les ans la suite du roman. Et donc c'était justement de leur permettre d'ouvrir la pagination à nouveau, comme À Suivre l'avait fait à l'époque, et justement de proposer des livres dont le format est pensé avec les auteurs en fonction de leur projet. Ce qui fait que le même auteur est capable de faire un album de couleur de 80 pages et puis le fois suivant va faire un album de 300 pages noir et blanc, pour citer Étienne Davodo par exemple. Donc c'est ce qui, je crois, permet à ces auteurs de s'exprimer et de pouvoir trouver le bon rythme pour leur récit. Et je crois que c'est ce qui transparaît en tout cas dans ce que l'on propose. Donc, on l'a dit aussi, c'est vrai que dans cette période de surproduction, on a été, nous, effectivement, jusqu'à une production qui a fait jusqu'à 45 titres. On a plutôt eu envie de resserrer cette production. Donc, on arrive à peu près à un équilibre de 35 titres par an, pour justement se dire que, face à cette déferlante, autant continuer encore plus à miser sur la qualité, la rareté, le suivi des histoires, pour que chaque ouvrage que l'on fait paraître ait un intérêt, en tout cas à nos yeux, et qu'on puisse l'accompagner. C'est vrai qu'on est une équipe aussi éditoriale, Patrice l'a dit, importante. On est 3 éditeurs pour 35 titres. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de maisons qui se permettent ce luxe. Donc autour de moi, qui l'anime depuis le départ, il y a Claude Gendreau, donc ancien directeur éditorial de Dupuis, qui avait été quelqu'un qui avait suivi notamment pendant 10 ans la collection Air Libre.
et Alain David, qui était cofondateur de l'édition Rackham, qui tenait l'Indépendant. On est donc 3 à proposer et suivre au quotidien finalement une douzaine de titres chacun. Ce qui, je crois, nous permet vraiment de suivre à toutes les étapes de la création le travail des auteurs. Il ne faut pas bouder le plaisir, c'est ce qui est quand même le plus intéressant dans l'histoire. On est quand même des privilégiés de pouvoir accueillir comme ça des projets, les voir naître et de pouvoir les accompagner jusqu'au bout. Mais justement, cette question du temps entre plusieurs albums, Oui. Vous maîtrisez rien, quoi. Oh, c'est bien résumé. Nous essayons. Non mais c'est vrai. Non mais même Si, avec mais Farid si. Boudjelal, il a fait une BD qui n'est pas chez vous, Il mais essaie de le menacer. polar qui s'appelle Au scénario, au scénario, oui, Oui. il dessinait pas. Chez Soleil. Avec Voilà. une jeune fille. Et je lui dis, parce que je le vois, je lui Hmm. dis, mais quand est-ce que tu sors le dernier? Oh, Ah bah oui. bah, c'est incroyable quand même, parce qu'il y a Ouais. des lecteurs qui attendent, et C'est vous, ça. vous n'avez pas un Ils n'ont pas le même temps, en fait. leur taper C'est sur ça, la le jambe. truc. Ce sont des Alors, artistes. ils ne sont pas tous comme Laurent Non. Vicomte, Oui, heureusement, qui lui d'ailleurs Oui. vivait physiquement dans un autre temps. Oui, C'est-à-dire qu'il avait un rythme de journée bizarre. Moi, la première rencontre que j'ai fait avec lui, en général, quand on a fini de manger, lui Vicomte, va ça, commencer. c'est 14 ans. C'est- je crois, le C'est premier. c'est réel, c'est-à-dire Ah oui, c'est il y a un temps de décalage. Hmm. C'est très curieux. Ah, C'est très curieux. Bon, on est sorti de table, il Je était vais- 5 heures. Voilà, et après on a été boire un verre et après je suis rentré chez moi. Je me suis pas rendu compte, il y a eu un trou spatio-temporel. J'étais parti pour un déjeuner, je suis rentré chez moi, il était 10h du soir. Voilà, c'était ça la force de seule chose leur qu'on essaye de maîtriser, c'est évidemment de les pousser à avoir plus de rythme. Et de temps en temps, on a même tendance à conserver certains albums, retarder leur sortie pour qu'il y ait moins de temps entre le premier et le deuxième tome. On retarde un petit peu le premier, mais c'est après on n'a pas énormément d'autres moyens, parce qu'on joue sur la création, donc on leur apporte de l'aide, on peut inventer pas mal de On a essayé de choses rouler pour... aussi, les attacher, mais ça marche pas. Et sinon, il n'y a pas des demandes des lecteurs ou Si, des bien sûr. libraires qui vous disent, mais alors Bien sûr, Ah, oui, d'accord. ça c'est nous Je qui sais Vous pas, l'avons. je pose la question. pouvez citer La mémoire dans les poches, nos Voilà, amis dans le libraires. tome 3 sortira un jour. Voilà, mais c'est Oui. Holmes. Voilà. Ah bah oui, mais la mémoire dans les poches. Oui, voilà. Et le Non, non, troisième, mais oui, on malheureusement, attend que- c'est dommage parce qu'effectivement, parfois, ils vont à ça va contre leur Mais rien n'est propre création. maîtrisable, c'est-à-dire que le scénariste Mais, peut être en retard quand le dessinateur est prêt, Et l'inverse peut pourtant, avoir lieu on 6 mois signe des plus tard. contrats avec. C'est leur date. Oui, C'est-à-dire oui, que, bon. contrairement à ce que l'idée reçue de dire il faut en faire un album par an, etc., tant de pages par mois, Ouais. quand on sait la réalité du Ouais. dessin, il y a évidemment des dessinateurs qui sont capables de faire 30 pages en un mois. Johannes Farr, enfin, attends, Johannes, c'est plutôt 60, mais il y en a qui sont capables d'en faire une par mois. Donc, demander à un auteur qui est Oui, capable de c'est faire sûr. une page par mois, Alors, on ça va- ne sert à rien Ça fait de avant. lui dire tu vas en faire 4, Coco, allez, tiens, tu te mets à ta table et puis hop, c'est tout. Non, c'est pas vrai. on va inverser en fait la chose. S'il n'y avait pas d'éditeur, ce serait encore plus long. Ouais. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Là, par exemple, j'attends la dernière page de Holmes. Oui, oui. Voilà. Mais bon, il se trouve que par exemple pour le Holmes, il était prêt normalement pour mars, et puis Luc a voulu rajouter une scène de 3 pages. Voilà, ça retarde. Déjà, une mauvaise idée. Mais en plus, c'était une charge des policiers londoniens à cheval sur une émeute dans une rue. Il est gentil. Quand le type a lu, quand Christophe a lu, Cécile a lu la scène, et elle dit ah 4 fois de plus. Et voilà. Et donc ça sort. D'accord, on comprend. Voilà, c'est comme ça. C'est en même temps quand vous verrez les pages de Holmes, c'est inouï le travail qu'il y a dessus. Jean-Pierre Gibraille a besoin de 2 ans pour faire son ouvrage. Maintenant, il faut reconnaître que les 8 premiers mois sont assez light parce qu'il se remet du précédent. Il faut remettre la machine en route et il a un autre rythme. Et encore, je pense que vous avez bien géré les choses parce qu'avec Jean-Pierre, 2 ans, c'est court. Ce que Oui. j'allais dire, s'il n'y avait pas Claude, ce serait peut-être Ah pas. oui, oui, oui. Ah ouais. Mais Claude, la relation entre Gibra et Claude est une des plus lourdes que je connaisse en soi. C'est que je pense que Jean-Pierre lui téléphone tous les jours. Ouais. Oh, allez, allez, de temps en temps, allez, soyons foufous tous les 2 jours. Ah, C'est allô Claude, tiens, voilà, j'ai écrit un nouveau texte, alors je te le lis, qu'est-ce que t'en penses? Donc là, Claude va évidemment remettre les neurones pour se dire ah oui, là il est en train de nous parler de telle scène.
dont il m'a parlé bon, 3 jours avant. Mais voilà, certains ont besoin comme ça d'un accompagnement, d'un retour, et d'autres, Ah oui. Stassen, Vazen, peuvent disparaître pendant des mois. Ah, ouais, c'est assez- Et ah oui, pas de problème, j'aurais fini, tu sais bien, c'est aucun problème. Et puis, pendant 3 mois, plus de contact. D'accord. Et puis d'un coup, il revient comme une fleur en disant ah oui, mais là, tu sais, je suis parti, puis ouais, je suis revenu là, et tu vas voir, c'est super. Voilà. D'accord. Non, mais en même temps, ça c'est le coup. Bon, là on le raconte de manière rigolote, des fois c'est très pénible, hein, je reconnais. Mais en même temps, on a la prétention de croire que justement, de travailler avec de tels auteurs, c'est vraiment intéressant parce qu'ils se nourrissent aussi, leur vie nourrit leur histoire. Il y a une envie toujours de remettre un petit peu, de ne pas vivre que sur leurs acquis, de réfléchir un peu à leur histoire, pour donner la meilleure histoire possible, qu'elle soit la plus juste. Mais parfois, je suis d'accord, je relaie parfaitement les demandes des lecteurs et de tout le monde, et moi-même, j'en suis le premier convaincu. Mais oui, non, parfois c'est long, c'est très long. Dans le cas de Laurent Vicomte, c'est exagéré. Oui, ah non, c'est un extrême. Mais dans le cas de Laurent Vicomte, crois que c'est c'est plus l'extrême grave. qu'on connaît. Laurent Vicomte, c'est une histoire de dépression, il faut Oui, le oui. dire. C'est un auteur qui s'est retrouvé dans l'incapacité de créer. C'est pas la même chose. Donc là, c'est vraiment autre chose. Très bien. Voilà. Ben, merci Ben, Sébastien. merci à vous. Patrice.